Voici comment créer votre premier portefeuille en bourse et commencer à investir. Parce que si on peut trouver facilement les réponses à certaines questions de base, combien investir, combien d'actions acheter, avec quel argent, tout ça, la première véritable épreuve pour quelqu'un qui démarre en bourse est le passage à l'acte avec les premiers achats à faire. Bref, construire son portefeuille. Alors, on peut se lancer puis apprendre de ses erreurs, sauf qu'en finance, les erreurs peuvent vous coûter très cher, au sens littéral du terme. Bon, vous voulez éviter ça? J'imagine que oui, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Du coup, on va voir comment le construire ce premier portefeuille, rien que ça. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus, je vais vous donner des pistes pour le garnir de vos premières valeurs. Alors, reprenez votre souffle et accrochez votre ceinture, parce qu'on y va. Ouais, on y va. Pourquoi tout le monde n'intègre pas les actions vantées ici et là sur le web? Parce qu'un portefeuille, ce n'est pas juste une liste de valeurs boursières entrées l'une après l'autre. Voilà, c'est dit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon partenaire et complice Le Cube, un grand salut à tout le monde. Nous aurions pu vous proposer un portefeuille prêt à l'emploi pour démarrer dans de bonnes conditions. Sauf que non, parce que le plus important est de comprendre comment on construit un portefeuille, ne serait-ce que pour pouvoir l'adapter à votre situation. En d'autres termes, on va vous expliquer comment monter le gâteau plutôt que de vous filer la pâtisserie toute faite. Mais rassurez-vous, il y aura de la dégustation tout au long de l'épisode. Bon, déjà, partez du principe qu'en finance, il y a deux grandes écoles. La gestion active, où l'investisseur sélectionne des titres de société en fonction de son objectif et de sa stratégie pour tenter de battre le marché. On l'appelle aussi gestion de conviction ou stock picking en anglais. Et la gestion passive qui, elle, n'essaie pas de battre le marché, mais de capter sa performance. Elle est souvent associée à la gestion dite indicielle, c'est-à-dire l'utilisation de fonds de placement reproduisant la performance d'un indice. Par exemple, l'un des indicateurs, l'indice donc, qui mesure la performance du marché américain est le S&P 500, composé des 500 plus importantes entreprises états-uniennes. Si vous voulez reproduire cette performance, plutôt que d'acheter 500 actions différentes, vous allez investir dans un fonds qui le fera à votre place. Et les fonds les plus utilisés par les stratégies passives sont les ETF ou trackers, qui permettent d'investir sur des tas de marchés différents en vous simplifiant la tâche, en diminuant les risques, avec des frais plus réduits que d'autres fonds et en vous permettant d'être immédiatement diversifié, ce qui est une des bases d'une bonne création de portefeuille. Bon, en vrai, les ETF n'ont pas que des avantages. Donc, en complément de l'épisode ici présent, je vous conseille d'aller voir une autre vidéo de la chaîne qui traite du sujet plus en détail. Le lien est en fiche et en description. Ah bah oui, c'est pas une seule vidéo qui va faire de vous des investisseurs hors pair. Ici, on va se concentrer sur la création d'un portefeuille d'ETF, car c'est le moyen le plus simple pour un débutant de faire ses premières armes en bourse sans trop de stress. En plus, les mécaniques que nous allons voir sont la base des portefeuilles en stock picking, que nous aborderons plus en détail dans la vidéo suivante. Du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bon, en vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple si vous décidez de nous suivre régulièrement. Arrêtez de regarder des vidéos de type liste d'actions dès maintenant. Concentrez-vous plutôt sur la structure de base de votre portefeuille. Ça vous prendra un peu de temps, mais ça aura un impact majeur sur vos résultats futurs. Commencez avec les 3 ingrédients nécessaires pour savoir où vous allez. Objectif, horizon d'investissement et aversion au risque. Ne vous laissez pas impressionner par les termes, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. L'objectif est la raison finale pour laquelle vous investissez. Mais dans un premier temps, vous pouvez juste définir si vous cherchez à obtenir un revenu ou une somme globale, un capital. Ça suffira amplement. L'horizon d'investissement est la durée envisagée de la détention d'un placement. C'est également le temps pendant lequel vous n'utiliserez pas ailleurs l'argent alloué à vos investissements. Si vous avez 20 ans
et que vous comptez investir pour votre retraite, votre horizon d'investissement est d'au moins 40 ans si vous avez une retraite un jour. C'est mal barré. Globalement, on considère qu'il y a 3 grands horizons d'investissement. Court terme, moyen terme et long terme. Dans tous les cas, partez du principe que plus l'horizon d'investissement est lointain, et moins vous aurez de chances de perdre de l'argent. Car le temps vous laissera le temps de vous rattraper. Dernière fondation, l'aversion au risque. En gros, vous pouvez la mesurer en réfléchissant à combien vous êtes prêt à perdre sur une somme que vous allez investir. Par exemple, pour 1000 € investis, vous accepteriez une perte possible de 200, 500 €, 900 €, à vous de voir. Et pour un premier portefeuille en ETF, vous pouvez vous contenter de répondre sommairement à la question. Le plus important étant d'être conscient du risque majeur que vous prenez, vous pouvez perdre de l'argent. Une fois ces bases établies, on peut s'attaquer à la structure globale de votre portefeuille. Ça va être un peu théorique, mais vous verrez comment la concrétiser un peu plus loin. Déjà, votre portefeuille sera composé de 2 grands volets. L'un offensif, destiné à obtenir de la performance, l'autre défensif, pour prémunir votre portefeuille des hausses et des baisses trop violentes, la volatilité, et stabiliser le portefeuille. La part de chaque volet dépendant des fondations du portefeuille, objectifs, horizon d'investissement et aversion au risque. On entrera dans les détails dans la seconde vidéo, consacrée à la création d'un portefeuille en stock picking. Ici, l'intérêt est de vous faire comprendre les mécanismes tout en restant le plus simple possible pour un tout premier portefeuille. Le volet offensif peut être lui-même séparé en 2, avec la partie cœur, qui constitue la base solide de votre portefeuille, regroupant les actifs qui seront au plus près de votre stratégie, tout en réduisant le rapport risque-rendement. Puis la partie satellite, plus réduite, mais souvent un peu plus risquée, apportant plus de finesse à votre stratégie, mais aussi plus de performance. Ces différents volets permettent d'apporter une première forme de diversification. La diversité de types d'actifs contenus dans un portefeuille permettant de diminuer les risques de celui-ci. En gros, si une perte est réalisée sur un volet, un autre volet doit la compenser. Et cette diversification peut être réalisée selon plusieurs axes. D'abord, une séparation entre actions et obligations, correspondant plus ou moins à la séparation entre volet offensif, actions, et volet défensif, obligations. Ensuite, une répartition géographique entre 4 grandes zones, Asie, États-Unis, Europe et reste du monde. Ou en granularisant un peu plus, avec l'Afrique et l'Amérique latine. Cette répartition peut se retrouver autant dans le volet offensif que défensif. Enfin, il y a la diversification plus précise en secteur d'activité des entreprises. Ici aussi, autant pour la partie offensive que défensive. Sachant que la diversification sectorielle ne cadrera pas forcément avec un portefeuille ETF dont l'objectif reste la simplicité. Effectivement, dans ce cas, des ETF sectoriels pourraient plutôt se retrouver dans le 4e type de diversification, celle du volet satellite. Ici, on peut ajouter des investissements de conviction, comme des secteurs précis donc, des thématiques particulières, les matières premières par exemple, ou des stratégies d'investissement. Ce que proposent notamment les ETF Smart Beta dont on a parlé récemment. Alors, si vous êtes débutant, tout ça vous paraît peut-être très compliqué, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas. Maintenant, vous avez le tableau d'ensemble pour passer à la seconde étape. Comment trouver les valeurs que vous allez entrer dans les différents volets. Ce que nous venons de voir était l'allocation d'actifs, et plus précisément, l'allocation stratégique. Cette phase, qui a pu vous sembler rébarbative, voire inutile, participe pourtant à plus de 80% de votre performance. L'allocation tactique que nous allons aborder maintenant n'en représentera tout au plus que 20%. En gros, on a fabriqué le moule, maintenant il faut le garnir. Et visiblement je fais dans le culinaire aujourd'hui. Bref, il faut donc trouver et sélectionner les valeurs. Le plus simple pour un premier portefeuille est de passer par un screener, un outil fournissant des listes d'actifs financiers en fonction de critères que vous choisissez.
Et pour les ETF, vous pouvez aller voir du côté de Just ETF, un outil gratuit dont la prise en main est très facile. Le plus simple est de faire ça volet par volet. Chacun d'eux possède des critères que vous avez définis, zone géographique, actions, obligations, etc. et qui vous permettront, une fois sélectionnés via le screener, d'obtenir une liste d'ETF précise. Mais lequel ou lesquels choisir? Deux ensembles d'éléments doivent être pris en considération. Les caractéristiques de l'ETF lui-même d'un côté et la performance de l'ETF de l'autre. Et ici, on va seulement donner les grandes lignes. Pour aller plus loin, on a une vidéo spécifique sur le sujet que je vous conseille d'aller voir en complément. Je vous ai mis le lien en description. Déjà, il est possible de maximiser la fiscalité, car elle joue un grand rôle sur combien vous allez gagner au final. Vérifiez si l'ETF est accessible via PEA. Et pour le CTO, jetez un œil à la politique de distribution, en privilégiant les ETF capitalisants. Les dividendes, plus-values ou intérêts des actifs qu'ils intègrent ne seront pas versés sur votre compte, mais réinvestis directement par l'ETF. Vous n'aurez donc pas de fiscalité intermédiaire qui rognerait vos gains, du moins tant que vous ne vendez pas votre ETF bien sûr. Deuxième élément, tout aussi important pour vos gains, les frais. Privilégiez les ETF avec les frais les plus bas possibles. Et là, je me permets un petit aparté, car il ne faut pas confondre frais de transaction, ce que vous coûte le fait d'acheter ou de vendre un actif financier et qui touche tous les actifs sans exception, et frais de gestion, qui représentent le paiement de la gestion de l'actif financier par l'organisme émetteur. Les ETF en ont, mais pas les actions. Donc, tous ceux qui vous diront que les ETF coûtent moins cher que les actions ne comprennent rien à la finance. Ouh, un peu remonté le cube. Bref, vous pouvez jeter également un coup d'œil sur le mode de réplication. En gros, et je simplifie à outrance, est-ce que votre ETF achète vraiment les actifs qu'il contient ou est-ce qu'il ne fait que simuler cette réplication? Si c'est possible, préférez la réplication physique. Encore que là, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. L'idée est surtout de bien comprendre le produit que vous allez acheter. D'ailleurs, vous pouvez aussi comparer la taille des fonds entre eux, car oui, la taille ça compte. Et cette phrase faisait moins sale dans ma tête. Notamment pour éviter le risque dit de contrepartie, c'est-à-dire, et moi aussi je simplifie à mort, la possibilité que l'émetteur de l'ETF fasse faillite. Mais vous pouvez contourner facilement ce biais en vous orientant sur des gros émetteurs, comme BlackRock avec sa gamme iShares, Vanguard ou Amundi avec Lyxor. La diversification d'émetteurs d'ETF est aussi une forme de garantie du risque. Dernier point, la performance de l'ETF. Là, c'est simple, il n'y a quasiment qu'un seul élément à vérifier, l'écart de suivi, qui mesure tout simplement l'écart entre la performance de l'ETF et la performance de l'indice. En général, on le trouve dans les documents descriptifs de l'ETF. Et franchement, s'il n'y avait qu'un seul indicateur à regarder, ce serait celui-là. Bon, à ce stade, vous êtes peut-être encore un peu perdu. Pas de panique, car on va passer à la concrétisation en montant un vrai portefeuille à partir de tous les éléments que nous avons vus. Alors, prêt pour le grand saut ? Reprenons donc l'ensemble de la structure pour l'appliquer concrètement. Premier point, il vous faut un compte d'investissement, au minimum un CTO et éventuellement un PEA si vous êtes français, bien qu'il n'y ait qu'une seule valeur de notre liste qui y soit éligible. Si ça vous intéresse, notre CTO est chez DeGiro et notre PEA chez Fortuneo. Vous trouverez des liens de parrainage en description. Et les valeurs décrites y sont accessibles. Deuxième point, établir nos fondations. Pour notre objectif, on part sur une création d'un capital futur. Notre horizon d'investissement est d'au moins 20 ans, ce qui nous permet de prendre des risques plus élevés. La gestion sera la plus passive possible, le portefeuille sera donc composé à 100% d'ETF. De toute façon, c'est le sujet de la vidéo. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, comme on cherche dans un premier temps de la performance, notre volet offensif représentera 80% de notre allocation stratégique, avec des ETF à 100% en actions. Le volet défensif fera donc 20% avec des ETF obligataires et d'autres choses. Suspense.
Et notre choix se fera sur des ETF peu coûteux, avec les frais les plus bas possibles pour un portefeuille accessible à toutes les bourses. Alors, bien évidemment, là on vous fait la version accélérée. Chaque phase demande en réalité du temps et beaucoup de réflexion. Mais une fois que c'est fait, on peut commencer à garnir notre portefeuille. On démarre avec une base simple. Un seul ETF investissant sur les entreprises des pays développés et émergents du monde entier. Alors, ici, on vous en propose deux, car le premier a une taille un peu réduite. Donc, pour être cohérent avec ce qu'on a dit, vous pouvez vous rabattre sur le second si vous n'êtes pas sûr de vous. Quel que soit votre choix, vous vous demandez certainement combien investir. En gros, vous avez deux méthodes. Celle dite du DCA, où vous investissez la même somme tous les mois avec des versements programmés, ce qui peut être très bien si les frais de courtage sont très bas, mais vous pouvez aussi accumuler de l'argent, puis investir massivement tous les 6 mois ou tous les ans. On a une ancienne vidéo qui vous explique comment déterminer ce qui est le mieux par rapport à votre situation financière. En tout cas, ici, cette première pierre nous permet d'avoir un investissement d'à peu près 150 € par mois pour 21 titres sur l'ETF d'Invesco. Par contre, la douche n'est pas comprise. Même s'il est tout à fait possible de se limiter à cette première allocation, ajoutons cependant un volet défensif à notre portefeuille, avec des bons du Trésor américain. Maintenant, pour un budget d'à peu près 300 € mensuels, vous obtenez 34 ETF World pour un ETF obligataire. À partir de là, on peut affiner la stratégie en passant d'un seul ETF World à des ETF par zone géographique. Pour le volet offensif, on est parti sur une allocation à 45% USA, 35% Asie, avec un ETF incluant la Chine, et 20% pour l'Europe. L'ETF S&P 500 est éligible au PEA. Et pour l'Europe, on a choisi l'Eurostoxx 50 comme indice pour rester dans une gamme de prix accessible. Ainsi, avec 550 € mensuels, vous pouvez obtenir 6 ETF USA, 3 sur le marché asiatique et 1 en Eurostoxx 50, avec 2 ETF obligataires pour votre partie défensive. Pour passer de l'allocation ETF World à celle par zone géographique, il vous faudra donc vendre le premier pour acheter les seconds. Et vendre peut globalement se faire dans 3 situations. Lorsque vous avez atteint votre objectif, vous entrez dans ce qu'on appelle la phase de consommation de votre capital. Lorsqu'une opportunité s'offre à vous, par exemple si la valeur d'un de vos actifs est multipliée soudainement par 3 ou 4, lorsque vous changez ou rééquilibrez votre allocation, l'arbitrage. Mais si vous voulez approfondir la question, on a une vidéo qui traite du sujet. En attendant, on va continuer à affiner la stratégie, en revenant sur la partie défensive et en y ajoutant un ETF, ou plutôt un ETC, la version matières premières et métaux précieux des ETF, lié à l'or, afin de faire baisser la volatilité du portefeuille. Cet ETC prendra 5% du volet défensif. À ce stade, votre portefeuille peut se retrouver à la longue déséquilibré, c'est-à-dire que les parts de chaque volet ne correspondent plus à ce qui était prévu au départ. On pratique donc des rééquilibrages de 2 façons. Soit vous faites un effort d'investissement supplémentaire pour acheter plus de titres sur les ETF qui en manquent, soit vous vendez ce qui est en trop pour acheter ce qui manque. Un arbitrage donc. Surtout qu'il nous reste encore un petit élément à ajouter, le volet offensif satellite. Alors, pour booster la performance, pourquoi ne pas investir sur le Nasdaq, l'indice orienté sur les valeurs technologiques? Dans notre allocation stratégique, il pèsera 10% de la partie offensive. Et avec ce dernier élément, nous avons donc rempli tous nos volets avec des actifs financiers qui répondent à notre objectif, et ainsi parcouru tout le processus de création d'un portefeuille. Ouf! Mais la vie de votre portefeuille ne s'arrêtera pas là. Plus vous vous approcherez de votre phase de consommation, et plus il faudra sécuriser vos placements. Vous réaliserez donc des arbitrages en rebalançant le volet offensif vers le volet défensif. À moins que vous ne souhaitiez basculer peu à peu vers un portefeuille composé d'actions en stock picking. Eh bien c'est exactement ce que nous vous proposons dans la prochaine vidéo. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne.
Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. On va vous montrer comment monter le gâteau. Non mais le cube, on fait de la finance, pas de la pâtisserie. Moi je trouve que l'image est parlante. Ça devrait même être le nouveau slogan de la chaîne. 1, 2, 3 richesses, la chaîne qui vous apprend à cuisiner, mais en bourse. D'accord, mais pas de nouvelle cuisine alors. Elle a tendance à vider le portefeuille sans remplir l'estomac.